Réflexion sur un autre modèle de relations sociales, éthiques, économiques. En un mot, l'avènement de la révolution sociale. Parallèlement à notre engagement quotidien dans les luttes revendicatives, nous privilégions le débat public. Cette forme de rencontre est la base de toute réflexion commune. Pour les anarchistes, l'élaboration d'une autre société ne peut pas être imposée de manière autoritaire par de soi-disant spécialistes, mais devra être le fruit de la réflexion de toutes et de tous. Personne ne détient la vérité toute faite. Ce soir, nous avons choisi de nous interroger sur un sujet d'actualité, même si le grand public semble relativement indifférent. Il s'agit de l'enfermement psychiatrique. Le 22 mars, les députés, en notre nom, ont voté en première lecture une nouvelle loi qui se présente comme une amélioration de la prise en charge des patients atteints de maladies mentales. Mais, selon de nombreuses associations de défense des droits de l'homme et du secteur de la santé, cette loi est avant tout sécuritaire et liberticide. Elle introduit le casier psychiatrique à l'instar du casier judiciaire. Elle octroie un pouvoir énorme au préfet, à peine contrebalancé par l'intervention d'un juge et l'avis des médecins. Le préfet aura le dernier mot dans tous les cas. Cette loi va évidemment générer un encombrement des hôpitaux. En cas de trouble à l'ordre public, vous pourrez être contraint à un traitement à domicile. Une personne du corps médical passera chaque jour vous administrer votre neuroleptique. Trouble à l'ordre public, n'est-ce pas le propre de l'activité militante? Combien d'entre nous sont-elles passibles de cette condamnation? On évacue aussi les causes sociales des comportements dits hors normes. N'est-ce pas cette société qui devient folle? Aussi s'agit-il de questionner le principe même de l'enfermement psychiatrique et de la place du fou dans la société. La folie n'est pas de rêver à notre monde, mais de voir le monde tel qu'il est et de l'accepter. À ce sujet, nous accueillons Jacques Lesage de La Haye, que nous remercierons d'emblée d'avoir accepté notre invitation. Jacques Lesage de La Haye, psychologue, animateur de l'émission anticarcérale Ras les Murs sur Radio Libertaire, ancien prisonnier, auteur de nombreux ouvrages sur l'enfermement carcéral et ou psychiatrique. L'organisation du débat a un coût, la participation est libre. Aussi, n'hésitez pas à mettre un petit quelque chose dans la corbeille qui circule si vous souhaitez que ce type d'événement puisse se renouveler. Merci d'être venu. Merci de rallumer vos portables aussi en sortant. Et il y aura un temps de parole à la fin de l'intervention de Jacques. Donc voilà, le temps de parole sera après. Bonsoir et merci de m'inviter. Je suis dans une certaine incertitude parce que, comme je dois parler, je ne sais pas combien de temps je dois parler. 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. On m'a fait le coup une fois et puis on m'a fait parler 2 heures et moi je voulais m'arrêter au bout de 20 minutes. Sincèrement, hein? Voilà. Donc je te remercie parce que comme ça devient beaucoup plus facile. En fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est le débat que nous pourrons avoir. Parce que quand il y a un zigoto qui vient parler, il ne sait pas ce que les gens savent et il ne sait pas non plus ce qui les intéresse. Quand il raconte ses histoires, souvent il raconte toujours les mêmes et plus il est vieux, plus ça devient dogmatique, péremptoire et stéréotypé. Donc moi, ça m'inquiète toujours. Mon idée est plutôt de donner quelques réflexions qui ont été les miennes, puisque j'ai quelques heures de vol, et qu'à partir de là, ça nous amène à échanger et aller peut-être autant que nous le pouvons dans le laps de temps qui nous est imparti, au bout de nos questions, de nos réflexions et surtout de nos échanges. Pour ma part, si je suis ici, c'est tout simplement parce que je me suis révolté très maladroitement à 15 ans, pensant que l'anarchisme, c'était la bande à Benoît. Voilà. Donc on a fait des casses et des braquages avec mon frère et toute une équipe, et ça nous a valu d'aller tous en prison. Voilà. 4 condamnations, une autre condamnation avec sursis, puis les autres ils sont passés à l'as, donc c'était déjà assez grave qu'il y en ait 5 qui étaient dedans. Alors ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que, alors que théoriquement notre parcours était le même, mon frère et moi, c'est qu'aujourd'hui, lui, il en est mort. Voilà. Il a pété les boulons au bout de 18 mois, et après il a fait un parcours prison psychiatrie qui se résume à 20 ans d'enfermement. Donc des mauvais traitements, puisque tout traitement par définition est mauvais, il ne s'attaque pas aux causes, il ne fait que tasser les symptômes. Et à partir de là, des électrochocs, des comas à l'insuline, des cures de Sackel, et vous savez, toutes ces méthodes-là, plus des traitements chimiothérapiques considérables, ce qui fait que 14 ans après sa sortie, il en est mort.
Et ça m'a permis, outre le fait d'avoir été à un moment donné sous médicaments en prison, quand j'avais été mis au quartier d'isolement et que j'étais en train de devenir complètement fou, mais ça m'a surtout permis, quand j'allais voir mon frère, après ma propre sortie, moi je suis sorti très vite, je n'ai fait que 11 ans et demi, donc c'est rien, j'ai juste eu le temps de faire le tour de ma cellule, et de découvrir que l'hôpital psychiatrique était aussi une prison. Et j'ai commencé à me poser une question que je formule toujours. L'enfermement est-il éducatif? L'enfermement est-il thérapeutique? Et aujourd'hui, la réponse que je me donne, c'est que bien entendu, il n'en est rien. L'enfermement ne fait qu'aggraver le problème posé au départ. Et Farid, qui est un de ceux qui ont participé quelques années à notre émission Ras les murs, avait dit que la prison est destinée à faire croire à ceux du dehors qu'ils sont libres. Ce à quoi nous, dans l'équipe actuelle de Ras les murs, nous disons l'hôpital psychiatrique est destiné à faire croire à ceux du dehors qu'ils ne sont pas fous. Ce qui est totalement faux, car un des premiers qui l'ait dit clairement, c'est David Cooper, l'antipsychiatre. En fait, nous sommes tous fous. Et la vraie question, c'est de savoir comment nous gérons cette folie. Voilà. Nous sommes nés autistes, éventuellement nous nous arrêtons en cours de route schizophrènes, ou alors un peu plus tard paranoïaques, ou plus récemment, comme moi, vers 5-6 ans, psychopathe, caractériel ou schizoïde. Puis plus tard, si on n'a pas capoté très tôt, bon, névrosé, comme en principe vous tous ici, névrosé identitaire, anxieux, dépressif, phobique ou obsessionnel. Et quand on a compris ça, la vraie question c'est de se dire, mais comment on va gérer cette question-là? Comment on va traiter cette folie qui nous est commune, qui fait qu'on s'engueule, qu'on se tape dessus, qu'on s'agresse, qu'on s'insulte, qu'on se méprise, qu'on prend le pouvoir sur les autres, sous couvert de la servitude volontaire ou de la soumission à l'autorité, et qu'après, comme on a peur de se faire piquer le pouvoir, on tient un discours sécuritaire qui caresse tous ceux qui ont peur, c'est quand même la majorité, dans le sens du poil, soit avec un discours humaniste de droite, soit avec un discours socialiste de gauche, mais c'est toujours le même. Et une fois que nous avons compris ça, jetons un petit coup d'œil rétrospectif. Pour ma part, sortant de prison et peu de temps après, entrant à l'hôpital psychiatrique, ayant fini mes études que je n'avais pas pu finir en tôle, j'ai donc travaillé 31 ans comme psychologue à l'hôpital de Villévrard, en face de Maison Blanche, et chargé de cours à l'université de Paris 8, où j'ai fait des cours sur la prison, sur la délinquance, sur la psychiatrie, la maladie mentale, et plus tard, sur la thérapie que j'ai pratiquée et que je pratique, l'analyse reichienne, une thérapie corporelle, émotionnelle, psychanalytique et politique, libertaire pour tout dire. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Je sors de prison, j'entre à l'hôpital psychiatrique et je m'aperçois que c'est la même prison. Les portes sont fermées à clé, il y a un cachot, on peut l'appeler de tous les noms qu'on veut, cellule d'isolement, on peut l'appeler salle de soins intensifs, enfin on peut donner tous les noms qu'on veut. Mais c'est un cachot, c'est un mitard, c'est l'enfermement, soi-disant, disent les psychiatres autosatisfaits, pour contenir le patient. Eux, ils disent malade, mais moi, je ne cautionne pas ce vocabulaire. Et en fait, ça ne fait pas du tout ça. Ça ne fait qu'aggraver la douleur. J'ai moi-même, en tant que prisonnier, été foutu au mitard 3 fois, 2 fois 15 jours, 1 fois 1 semaine, pendant donc ma détention, et la tôle m'a déjà démoli, mais le mitard encore plus. Le mitard, c'est la prison dans la prison. La cellule capitonnée à l'hôpital psychiatrique, c'est l'hôpital psychiatrique dans l'hôpital psychiatrique. C'est la prison au carré. Donc il ne faut pas raconter d'histoire. Si en plus, il y a une prison avec des médicaments qui tassent les symptômes et qui ne soignent pas, avec les effets secondaires que vous pouvez connaître, c'est-à-dire des effets, on va dire, de type un petit peu extra, ou je ne sais comment dire, parkinsonien, les yeux au plafond, les impatiences dans les jambes, les contractions dans les mains, dans le visage, j'en passe et des pires. Mon frère a eu tout ça. Ben, je vous dis qu'à ce moment-là, ça fait un triple enfermement. Et vous croyez qu'en faisant souffrir les gens, on va les soigner et les guérir? Mais de qui se moque-t-on? C'est pas du tout ça. Et je ne peux que constater que les problèmes que nous nous posons aujourd'hui avec la clique qui est au pouvoir sont un concentré, un résumé
un récapitulatif de ceux que j'ai connus au cours de toute cette carrière. Et par exemple, en 1975, le commissariat de la Courneuve, nous, à Villévrard, on était des services qui couvraient toute la Seine-Saint-Denis, le 9-3, et mon service correspondait à la Courneuve, Stein et Lugny. Le commissariat nous a demandé en 1975, vous êtes des collègues à nous, on reçoit vos patients, vous recevez nos délinquants, donc vous allez nous signaler tous les entrants, hospitalisation d'office, à la demande d'un tiers ou service libre. C'est normal, on est collègues. Et tous les secteurs ont été sollicités en Seine-Saint-Denis, il y en a 16. Il se trouve que nous, notre secteur, il y avait une bande de 10 sur les 70 soignants qui étaient socialistes, communistes ou anarchistes. Enfin, l'anarchiste, il y en avait 15, c'était moi, évidemment. Mais avec ces idées-là, on a dit non. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui ont accepté de communiquer les noms, les adresses, les coordonnées de leurs patients au commissariat de proximité. C'est bien ça, le fichier psychiatrique. Eh bien, on en parle encore maintenant. Mais déjà, une partie d'entre nous s'était écrasée comme des lâches devant le commissaire et devant les officiers de police et avait accepté de transmettre ces noms et ces dossiers. Et puis, il n'y a pas que ça. Nous, par exemple, on a quitté l'hôpital en 1999. Là aussi, cette équipe de 10 sur les 70 s'est battue pour qu'on arrête d'enfermer les gens. Beaucoup de patients, et c'est eux qui m'ont appris à dire psychiatrisé aux patients, et non pas malade. Non pas que moi, je ne voulais pas dire malade par moi-même, je ne savais pas quoi dire. Moi, je disais, c'est quelqu'un qui a des problèmes, voilà. Mais les patients m'ont dit, moi, on n'est pas malade, on est psychiatrisé, donc en lutte, ou alors, on est des patients, mais il faut arrêter de dire malade. Moi, j'ai passé 31 ans à me battre pour que le terme malade disparaisse du service où j'étais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'équipe des 10, on a tellement foutu le bordel dans mon équipe que d'ailleurs j'ai failli être viré 5 fois, mais surtout, il y a eu une chose importante, c'est qu'on a quitté l'hôpital en 99. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti à Saint-Denis, et 3 secteurs sont sortis en même temps, et là, on avait une petite unité en ville qui s'appelait Romain-Rolland. Or, nous, on a cru que c'était la victoire. On a quitté l'hôpital, on a quitté le camp de concentration. Je n'ai pas dit camp d'extermination. Je ne suis pas extrémiste, je ne dis pas des conneries. Mais je dis bien, oui, un camp de concentration. Beaucoup de patients me l'avaient dit eux-mêmes, et je suis d'accord avec ça. Et donc, une petite unité en ville, je me suis dit, merde, c'est intéressant. C'est un peu nos idées alternatives à la psychiatrie. C'est aussi la récupération de nos idées par la psychiatrie de Bonafé qui en 60 avait créé le secteur psychiatrique, qui s'est mis en route en 72, 81, etc. Et là, c'était encore plus le secteur psychiatrique, c'est-à-dire que les gens ne sont plus enfermés, mais suivis en ville. Seulement, c'est pas si simple. D'abord parce qu'on était une équipe de 70, mais il y avait 2200 patients à Stein-la-Courneuve et Lugny. Et là, il y en a une bonne partie qui n'était pas suivie. C'était toujours les mêmes histoires. Et comme ce qui se dit dans la rue, ce qui se dit à la maison, ce qui se dit partout, je ne suis pas fou, et c'est vrai, ou alors on est tous fous, à ce moment-là ça inclut les soignants, je ne suis pas fou, donc je ne vais pas voir les psys. Et à mon avis, c'est une grosse erreur. Celui qui va voir le psy, justement, n'est pas fou. Ou du moins, il gère sa folie, il se dit j'ai des problèmes, mais je voudrais les régler, aller mieux ou moins mal, ce serait mieux. Et quelqu'un qui est vraiment fou, c'est-à-dire qu'il perd le contrôle, et qui à ce moment-là crée un problème et qui ne gère pas cette folie, parce que c'est pas mal d'être fou, c'est ça qui fait la poésie, le théâtre, la musique, la sculpture, tous les arts viennent de notre folie intérieure, c'est notre noyau psychotique, c'est d'une richesse extraordinaire. On peut devenir un batteur de rock'n'roll, on peut devenir un poète, on peut devenir un peintre, mais il faut, en dehors de sa créativité, arriver à la gérer pour ne pas se trouver trop en conflit. Et évidemment, pour toutes les personnes qui ne géraient pas cette problématique, on savait ce que ça donnait. Ils se faisaient arrêter par la police et ils étaient embarqués. Donc, moi je dis, oui, vous êtes pas fou, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes psychologiques ou des problèmes sociaux. C'est bien que vous veniez nous voir et au lieu de vous trouver à la limite d'une galère qui va mal tourner et qui va sanctionner par de l'enfermement, dont le but est de rassurer ceux qui ont la trouille, ça ne résout pas les problèmes. Moi, je pense que ce serait bien qu'on arrive à bosser ensemble. Mais pour beaucoup, non. Ils disaient, moi, je ne suis pas fou, je ne veux pas voir les psys. Et comme certains avaient eu des traitements et qu'ils arrêtaient le traitement, évidemment, ça flambait. Vous pouvez prendre n'importe quel produit. Si vous arrêtez, vous êtes accro. On est tous addictifs à quelque chose, plus ou moins.
Et si on arrête des médicaments, c'est comme si on arrête la coke, c'est comme si on arrête l'alcool, et ben on va être en manque. Et le manque va s'associer à des troubles secondaires assez difficiles à supporter. Et donc il disait, moi, je ne prends pas de traitement, je suis guéri ou je ne suis pas fou. Alors évidemment, là, ça rechute. Et ce qui est grave, ça c'est ce qu'on voit depuis des années, et ça avait commencé bien avant 99, c'est des quantités de gens qui arrêtent leur traitement parce qu'il n'y a personne qui les suit, et surtout qui les suit de manière fraternelle, selon les termes de Kropotkin, quand il a écrit son bouquin sur les prisons, l'entraide, la solidarité et la fraternité, ce sont les meilleurs moyens thérapeutiques pour aider les gens. Non, généralement, on donne des traitements, c'est-à-dire des médicaments. Ben, bien sûr, apparemment, l'angoisse disparaît, la dépression disparaît, le délire disparaît, mais les causes, ben, on n'y a pas touché. Donc, il y en a plein comme ça qui ne sont pas suivis, et alors qu'est-ce que ça donne? Ben, ils flambent. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a 30% de gens qui ne sont pas suivis par la psychiatrie, depuis que les services se sont fermés, de manière souvent militante, d'ailleurs, en disant on arrête de les enfermer, on va les faire sortir, mais comme beaucoup ne sont pas suivis, paf, ils se retrouvent en tôle. Et c'est comme ça que toutes les statistiques sur la prison nous disent aujourd'hui, il y a 30% de gens qui ont des problèmes psychiatriques à l'intérieur des maisons d'arrêt, des centres de détention et des maisons centrales. Ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que nous qui avons fait ce combat antipsychiatrique, et puis plus tard alternatif, comme on l'a appelé, on s'est dit il faut arrêter d'enfermer, soigner ce qu'on appelle les soins. En aucun cas, c'est donner des médicaments, c'est faire des piqûres, et surtout pas des électrochocs, des comas à l'insuline et toutes ces inventions stupides, approximatives et barbares, mais c'est de faire un accompagnement humain, fraternel, chaleureux. Alors ça peut être des massages, ça peut être de la thérapie corporelle, ça peut être du yoga, de la musicothérapie, de l'art-thérapie, des quantités de choses, il y a plein de méthodes. L'ennui, c'est que dans un même service, elles ne sont pas toutes pratiquées. Alors, il y a un spécialiste de l'art-thérapie, dans un autre truc, il y en a un qui fait la thérapie familiale, dans un autre, il y en a un qui fait du yoga, mais il faudrait que toutes ces méthodes soient là. Moi, quand je vois ce que font des gens comme Christian Sabat, donc cet infirmier, avec Simonetta à Maison-Blanche, l'atelier du non-faire qui a ensuite émigré, si je puis dire, dans Paris, puisque l'hôpital a fermé comme celui de Villebrin, il y reste encore 2 ou 3 services, et bien ces gens-là, eux, ont compris quelle était la meilleure solution par rapport à ce qu'on appelle la maladie mentale. Au lieu de se gorger de mots, au lieu d'aligner des diagnostics qui vous enferment, qui vous empêchent de vous sortir d'une problématique, notre problématique n'est pas stigmatisable, notre problématique n'est pas diagnosticable, elle est dynamique. Si elle est dynamique, on peut s'infiltrer dans cette dynamique. On peut tellement s'infiltrer que des gens diagnostiqués schizophrènes s'en sont sortis grâce à ces méthodes-là. Si on décide diagnostic, pronostic, traitement, médicament ou injection, voire injection retard, on ne résoudra jamais rien. Si on veut vraiment s'attaquer à l'être humain tel qu'il est, un corps, un psychisme et un être social, eh bien par le biais de l'énergie et de toutes ces méthodes alternatives, oui, on trouvera des solutions. Il y a un patient dit schizophrène, Jean-Louis, qui a été suivi au moins 30 ans dans mon service. Quand je l'ai connu, il avait pas mal vécu derrière les murs, il avait même été à la clinique de Laborde, dont il avait gardé un très grand souvenir, parce que là, il avait la liberté de parole, mais enfin, c'était comme dans beaucoup de lieux comme ça, c'est pas ferme ta gueule, c'est simplement cause toujours. Mais il en avait quand même gardé un grand souvenir, et il trouvait très choquant l'hôpital de Villebrin, puisque lui était de Stein, où là, il n'avait même pas le droit de parler. Résultat, s'il ne parlait pas, ben, il foutait des claques à des infirmiers ou à des infirmières. À ce moment-là, il se faisait shooter, il se retrouvait en cellule, enfin, c'était très grave. Eh bien, on a fait un tel travail ensemble, il venait dans mes groupes d'expression corporelle, de thérapie corporelle, il est même venu au yoga, au centre médico-psychologique d'Austin, il est venu dans tous les groupes de musicothérapie où les patients faisaient soit de la musique ou bien ils dansaient, ou ils dansaient le rap. À la fin, c'était fantastique ces démonstrations de hip-hop. Et on a fait aussi de la psychothérapie, de la psychanalyse, et même de la psychanalyse corporelle et émotionnelle. Un jour, par exemple, au Grenier, à Stein, dans le centre médico-psychologique, il avait la haine de son père qui était antisémite et raciste. Et là, il dit, moi j'ai envie de le buter, cet enculé. J'ai dit, bah maintenant, vas-y, bute-le.
donc une séance corporelle complètement dingue, où il a tapé sur les coussins comme un fou en hurlant, et quand ça a été fini, il était épuisé, mais en même temps, il avait ressenti des choses psychologiquement, il avait senti des choses dans son corps, il avait déchargé une haine qu'il retenait depuis déjà 30-35 ans, et on a fait beaucoup d'autres choses, je donne que cette image-là. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que grâce à ce travail qui s'est fait en confiance, qui n'a pas exclu les médicaments, moi je ne dis pas les médicaments c'est de la merde, je sais que sur des copains, des copines à moi, un Stilnox peut être efficace pour dormir, je sais qu'un Prozac à une époque c'était bien avant que ça se retourne dans l'autre sens, je sais que d'autres médicaments que j'ai indiqués à des patients, des patientes n'étant pas médecins mais signalant qu'ils pouvaient aller les demander, je pensais aux Zoloft par exemple, pour des épisodes dépressifs, il y a une personne anorexique, son psychiatre ne savait pas quoi faire, il lui donnait un antidépresseur qui finalement provoquait l'effet inverse et la faisait passer de l'anorexie à la boulimie, puis après elle était dépressive et suicidaire, et avec le Zoloft ça s'est arrêté. Et donc avec un autre psy, parce qu'elle n'était pas de mon secteur, cette personne a pu traiter ce problème. Mais vous savez à quel point l'anorexie est difficile à traiter. Donc Jean-Louis, mon patient, est arrivé à un moment où essayer d'entendre ça, ça pour moi c'est le fond de l'amour qu'on a entre êtres humains. Et l'amour c'est le respect de la liberté de l'autre d'abord. Après c'est le respect de soi-même et le respect de sa propre liberté. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu lui transmettre quelque chose que j'avais trouvé avec une autre patiente 20 ans avant, que j'ai appelé le signal rouge. C'est-à-dire que quand Jean-Louis basculait de nous, névrosé, au moment où il devenait psychotique, comme il écoutait une radio parisienne, c'était assez curieux, c'était Radio Beurre, il y a un moment où il pensait qu'on parlait de lui. Et donc on a mis au point une stratégie où chaque fois qu'il pensait que les nanas de Radio Beurre parlaient de lui à l'antenne, c'était le signal rouge. Et donc il devait retourner voir Michel, l'infirmier, en disant ce que tu peux augmenter un tel produit, d'un demi. Voilà. On était une équipe de 3, le psychiatre, l'infirmier et moi, on avait fait une mini-équipe autour de Jean-Louis, tous les 3 libertaires. Hein. Évidemment, pour avoir des idées de fou, il faut être libertaire, sinon on est répressif. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui respectent la liberté des patients. Le droit à la folie, pour moi, ça existe. Ça a été écrit par Pollack, un des psychiatres de la Porte. Donc, dans cet esprit-là, il augmentait d'un demi. Après, il me disait, écoute, ça y est, j'entends plus les nanas parler de moi. Je pense que, ouais, j'avais dû basculer. À un autre moment, 10 ans plus tard, il a eu un incident. Il avait envie de casser un carreau, parce qu'il était chez lui, hein, il était sorti, il ne retournait plus à l'hôpital. Et l'envie de casser un carreau a été, selon moi, la transposition de l'idée que les nanas de Radio Beurre parlaient de lui. À vrai dire, c'était les contingences de la vie me font chier, je suis seul, je suis tellement seul que je suis obligé de me centrer sur moi-même pour survivre, les autres sont plus ou moins des ennemis, mais dans cet univers de solitude, j'ai une certaine toute-puissance puisque je ne suis pas agressé par toute cette bande d'ordures. Et il dit, il faudrait que j'ouvre la fenêtre pour avoir un peu d'air. Puis il dit, ouvrir la fenêtre, ça me fait chier, il suffit de péter le carreau. Et là, il dit, ah, c'est comme Radio Beurre, là, c'est le signal rouge de Jacques. Or, il me fait chier, Jaco, avec son signal rouge, je pète le carreau. C'est l'exception, l'accident. Coup de peau, Michel, l'infirmier passe. Michel, cheveux longs, barbe, c'était un pote à moi, ça. C'était vraiment le mec, l'humain. Voilà, il n'y en a pas assez. Et donc, il vient, il dit, qu'est-ce que t'as fait Jean-Louis? Oh, ben, j'ai pas écouté le signal rouge de Jaco, j'ai fait le con, au lieu d'ouvrir la fenêtre, j'ai pété le carreau. Il dit, bon, bah, ça a ouvert la fenêtre, hein, c'est pareil, l'air est entré, moi j'avais besoin d'air, et je me faisais chier. Mais il dit, oh, il fait une connerie, alors bon, bah, l'autre l'a soigné, il dit, bah, signal rouge, ça veut dire qu'il faut augmenter d'un demi, mettons, moi je sais pas, puis parti le retard, je sais pas quel il prenait à ce moment-là. Et puis après, je l'ai revu, il dit, ah bah oui, j'ai fait le con, là, et le signal rouge, Jaco, il me fait chier. Mais après, ben, il n'a jamais rechuté. Hein. Il a fait une expérience pour voir s'il fallait franchir la ligne rouge, parce que là, vraiment, c'est une ligne rouge. Autrefois, il avait eu des incidents graves et il retournait à l'hôpital après être sorti. Il y a eu pas mal d'incidents. Donc, si nous regardons les lois actuelles qui sont basées sur la sécurité, c'est-à-dire la peur des privilégiés qu'on vienne leur piquer leurs privilèges, le fond du problème est là. Il y a un système inégalitaire avec 2 camps. Ceux qui sont riches et qui ont tout, c'est-à-dire le pouvoir et l'argent, et ceux qui sont pauvres et qui n'ont rien. Entre les deux, un no man's land de gens
qui votent tantôt à droite, tantôt à gauche, parce qu'ils n'en savent rien, parce qu'ils n'ont pas essayé de réfléchir sur la question de la gestion de la société. Ils croient que ça s'appelle la politique. Et pourtant, politique, c'est la ville. La gestion de la ville, c'est la gestion de la société, c'est ça la politique. L'ennui, c'est que ce n'est pas la politique politicienne. Comme les gens, ils ne savent pas, ils disent « Ah, bah, c'est lui qui parle le mieux ». Ou bien « Tiens, elle parle des ouvriers ». Ça, vous voyez à qui je pense en ce moment, c'est là, grave. Ou alors, ils disent « Ah, ben ça c'est marrant, il a parlé de notre profession. Ah, oh, il est vachement bien, dis donc, il a le même costard que moi. » Bon. Ou alors, il est cool, il ne met plus de cravate. Et on vote pour ça. Mais il y en a qui m'ont dit que c'était le plus beau, moi aussi. Ça, alors, je ne dirais pas qui, parce qu'il était très vilain. Oui, il s'appelait Giscard d'Estaing. C'était le plus beau. Alors là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Moi, je croyais qu'on réfléchissait les uns et les autres, tout seul ou avec les autres, sur comment on va fonctionner ensemble, comment on va gérer une situation, une salle, une entreprise, un commerce, une université. Moi, j'ai eu des fois où j'ai réussi, mais que 2 fois en 31 ans, parce que mon cours soit autogéré. Les étudiants faisaient le cours, il y en a même 8 mandatés qui ont fait les validations, tout le monde était validé. Ils ont fait des mémoires d'enfer cette année-là. C'était les meilleures mémoires de ma carrière. Et comme on n'a pas réfléchi à ça, on s'en remet à des gens, on leur donne un chèque en blanc, et eux, ils endossent le chèque. C'est pour ça qu'ils sont si riches et que nous, on est si pauvres parce qu'on est si cons. Donc, moi, ayant vu tout ça, je me suis dit, bon, bah, il ne faut pas qu'on fonctionne comme ça. Ce que j'ai appris de la prison est un peu des théories psychanalytiques alternatives, donc les idées de Wilhelm Reich et de ses descendants, bah, c'est que non, effectivement, l'hôpital psychiatrique n'est pas une réponse réelle, adaptée aux problèmes posés par les personnes qui sont dits patients, psychiatrisés, psychotiques ou autres. C'est simplement une solution qui consiste à enfermer pour se débarrasser des gens, ne plus les voir et se rassurer du fait qu'on ne les voit pas en train de déambuler dans la rue. La prison a la même fonction. Ce sont 2 piliers de l'État avec la police, l'école, l'armée. Vous voyez bien comment ça marche. Et nous, là-dedans, on passe dans les passages cloutés. Comme il y a des radars, bah, maintenant, on marche à 5 à l'heure au lieu de marcher à 10 à l'heure. On est mort de trouille. En plus, si on brûle le feu rouge, il y aura le flash qui va nous péter la gueule. Bref, on se laisse enfermer dans ce qui a été appelé le meilleur des mondes, 1984, ou un bonheur insoutenable. Un bonheur insoutenable, c'est le livre d'Ira Lewin, qui est un chef-d'œuvre. Il nous montre l'avenir, et cet avenir nous prend au bout du nez. Le jour où ça va arriver, il y en aura quelques-uns parmi nous, mais il n'y en aura pas 1 sur 100 qui s'évadera. Et celui qui s'évadera, il s'apercevra que ça fait partie du programme et qu'on récupère les évadés pour en faire les nouveaux chefs. C'est vraiment l'évolution de notre société. Celui qui s'évade, c'est un révolté, c'est certainement celui qui a réfléchi sur l'intolérable de cette condition, et s'il a réfléchi sur ça, ben, il va faire partie des gouvernants, puisqu'à ce moment-là, ce sont eux qui font plier le joug des autres et qui les mettent dans cette fameuse soumission à l'autorité. Donc, sachant cela, quand je vois qu'on parle de soins sous contrainte, quand je vois qu'on parle de décisions prises par le juge, quand je vois qu'on dit que c'est le préfet en dernier ressort qui décide, je vois que c'est l'extension de l'hospitalisation d'office, je vois que c'est la déformation, la déviation, la perversion de l'aide qu'un humain peut apporter à un autre être humain, parce que c'est pas du tout ça. Encore une fois, soigner, c'est pas faire une piqûre, qu'elle soit immédiate ou retard. Encore une fois, ce n'est pas donner un médicament, c'est prendre en compte la personne, regarder qui elle est, regarder ce qu'elle vit, regarder ce qu'elle a à dire, ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie, ce qu'elle désire, voir ce qui est possible vu le contexte social. Et dans cette équation où effectivement l'individu face à une collectivité a des difficultés, participer à une réponse qui peut aider la personne à bien présenter sa demande, mais aussi offrir son don et arriver à un échange qui devienne juste, et je ne dirais pas équitable. Je rejette le mot équitable, il a été inventé à la fin des années 70 par Alain de Benoît et le Club de l'Horloge qui a dit « on va enculer tous ces connards de gauchistes, on va remplacer le mot justice par le mot équité » et c'est un mot qui est passé dans la langue française. La plupart des gens, et surtout les politiques, emploient le mot équité à la place du mot justice. Et ils disent que ça a été une répartition équitable, mais souvent la répartition équitable est une répartition injuste. Donc, dans cet esprit, est-ce qu'il est possible de voir avec la personne l'inventaire de sa situation présente, basé sur son passé évidemment, basé aussi sur
sa situation sociale, ce qui inclut forcément un contexte politique, mais en aucun cas toutes ces lois restrictives, ces lois sécuritaires, ces lois injustes, agressives, castratrices, et qui pour beaucoup ont tellement d'effets secondaires que les gens perdent leurs dents, prennent des kilos, deviennent gros ou meurent très jeunes. Mon frère est mort à 51 ans. Moi j'ai 72 ans, je suis en pleine forme, hein. Je continue à courir comme un lapin. Donc il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond dans la réponse qui est apportée aux problèmes psychologiques que tel ou tel d'entre nous pose. Et moi la réponse que je pense qu'il faut donner, c'est une réponse qui est respectueuse du désir du sujet, mais aussi respectueuse de sa liberté. En quelques mots, et pour conclure, de façon à ce qu'on puisse discuter suffisamment, longuement et profondément, je désapprouve, mais viscéralement et ensuite rationnellement, toutes ces décisions imbéciles qui sont prises parce qu'un étudiant est poignardé, parce que des infirmières se font décapiter ou tuer par quelqu'un qui ne va pas bien, alors qu'à côté de ça, il y a plein de gens qui ont des problèmes et qui ne sont pas agressifs, qui sont très gentils, qui ne posent aucun problème objectif, qui sont d'ailleurs plus souvent victimes qu'agresseurs. Et dans ces conditions-là, je récuse les soins par contrainte, je récuse l'idée que peuvent se faire des soignants que les soins, c'est le médicament et l'injection. Je pense que l'important, c'est de faire ce que j'ai fait toute ma carrière, les visites à domicile. Plus ça a été, plus j'ai été voir les gens chez eux, quand ils étaient d'accord, évidemment, et discuter avec eux. Mais malheureusement, il y a des coups, ça n'a pas été bien. Moi, je me rappelle, une fois, il y avait un couple, ils se bastonnaient comme des fous. J'étais avec une psychologue stagiaire, le baston a été loin, j'y ai même perdu un de mes talons de Santiago, les carreaux étaient cassés, ça a été effrayant. Hein. Mais pour moi, c'était bien. On s'est empoignés à bras-le-corps, après, ça pleurait à tout va, on s'est consolés les uns les autres, et puis on a réfléchi sur le problème qui se posait. Moi, je trouvais que les visites à domicile, c'était de la parole, du mouvement, éventuellement du travail corporel. Ça pouvait être des quantités de choses qui n'avaient rien à voir avec le médicament. Le soigner, ça signifie, parlant du sujet, que c'est lui donner la possibilité de traiter les causes de sa problématique. Guérir, c'est faire en sorte que la problématique soit évacuée, transformée, métabolisée, sublimée. Et penser qu'un médicament va régler ça ou qu'une injection va le faire, mais c'est une erreur astronomique. Je me rappelle, un psychiatre un jour dans une réunion, un infirmier dit je pense que monsieur Untel va pouvoir sortir. Et ce psychiatre, qui était vraiment le psychiatre dogmatique et autoritaire, a dit il est guéri. Heureusement, on était quelques-uns, on a rigolé comme des fous, on a dit il n'est guéri du tout. Les symptômes sont tassés, il fait plus le fou, il a l'air normal, alors il peut sortir. Mais beaucoup continuent à croire que les médicaments soignent, et ils le croient tellement qu'ils le font croire à ceux qu'ils traitent, qui, quand ils ont plus de symptômes, sortent et à son avis, j'arrête de prendre mes médicaments, je suis guéri. Mais le problème n'est pas là. Les vrais problèmes sont dans les profondeurs, c'est le désespoir, c'est la rage, c'est la peur de mourir, c'est l'angoisse d'abandon, c'est le désir de vengeance, c'est la haine. C'est ça nos vrais problèmes. Ces problèmes ont été construits dans la petite enfance. C'est ça qu'il faut traiter, pas les symptômes. Les symptômes, c'est rien. C'est la façon d'exprimer ces émotions-là, qui sont quelquefois même inconscientes. C'est pour ça que les symptômes, à ce moment-là, sont encore plus violents. On appelle ça le retour du refoulé. Hein. C'est pas par hasard que les psychanalystes ont inventé des mots. Sachant cela, par conséquent, c'est une autre prise en compte du sujet, de la problématique qu'il présente, et avec lui, un parcours, un accompagnement. Et il faut donner autre chose que des médicaments et des injections. En plus, la visite à domicile, c'est une démarche soignante pour moi. C'est une démarche fraternelle. Parce que c'est sortir de son bureau, arrêter d'être dans l'hôpital, ou même si on n'est plus dans l'hôpital, d'être dans le centre médico-psychologique. Et si les gens sont d'accord, mais à 99%, tous les gens que j'ai été voir chez eux étaient d'accord, parce que quand quelqu'un vient les voir et qu'ils sont seuls, isolés ou abandonnés par la société, quelqu'un qui vient et qui a des sentiments positifs et affectueux, c'est pas du tout un ennemi qui vient vous embarquer, vous mettre les menottes et vous enfermer. Donc, au lieu de crier contre cette partie des mesures, subvertissons-les. La contrainte, je vais y aller. Et moi, je verrai la personne. Je discuterai avec elle. Je verrai ce qu'elle peut faire. Moi, il y a des gens, pour s'en sortir, ils ont fait de la danse africaine.
ils ont dansé de la bossa nova, de la samba, d'autres ont fait des massages, d'autres du yoga, de la relaxation, d'autres ont fait de la musique, de la peinture, il y a plein de choses, je peux vous dire, ce sont les choses qui ont fonctionné. Puis quand il y avait un petit passage à vide, eh bien oui, un traitement quelconque, mais ce n'est pas le traitement qui est la réponse à la question que pose la soi-disant maladie mentale. Encore une fois, moi je vous le dis, on est tous fous, la question c'est la gestion de la folie, surtout la gestion collective de la folie, et nous n'arriverons à la gérer que lorsque nous sortirons de la terreur que crée ce discours sécuritaire, qui est l'expression de la terreur des nantis, qui essaie de nous faire partager cette terreur pour qu'on vote pour eux et pérenniser l'injustice. Voilà, je vais vous proposer qu'on discute maintenant, parce que je n'ai pas envie d'en faire plus longtemps. Voilà, alors donc il y aura des prises de parole, n'hésitez pas, je sais que c'est la première personne qui a le plus de difficultés à démarrer, mais on y arrive. Alors, qui commence? Oui.